Le plus important pour moi aujourd'hui, ma grande joie, ce n'est pas seulement mon acquittement, c'est le fait que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre Laurent Gbagbo. J'ai fait ce que je pouvais, Vergès. En tant qu'être humain, j'ai mes limites. Guillaume Vergès, que vous connaissez naturellement. Tout à fait, tout à fait. Plusieurs fois. Comme je disais, Guillaume Vergès, patron de AccuPeople.net et biographe de Magic System, du groupe Magic System, et anciennement conseiller en communication d'Alpha Blondy. Guillaume Vergès, M. Charles Bégoudé est à vous. En tout cas, merci de nous recevoir sur votre plateau. Monsieur le Président, nouvel meilleur pour Merci. le nouvel an. Merci. À ce propos, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la nouvelle année? Mon retour en Côte d'Ivoire et mon passeport. C'est votre vœu le plus ardent. En tout cas, c'est mon objectif premier. Retourner auprès des miens et prendre part au débat politique dans mon pays. Tout à l'heure, lorsque vous répondiez à la concert, vous avez dit « Je ne veux pas m'intéresser, on va dire, à des clans où on passe le temps à régler des problèmes. » Vous voulez parler de quel clan? Non, j'ai simplement dit, parce qu'elle m'a dit que le COJEP allait rencontrer le président Affi N'Guessan, président du Front Populaire Ivoirien. Le COJEP aurait donc ainsi tourné le dos au président Laurent Gbagbo et que c'est mal apprécié. Et que la position du COJEP serait floue parce que le COJEP ne s'est pas fondu dans le PPACI. C'est ce qu'elle a dit. Alors, moi j'ai été élu président du COJEP. Je n'ai pas été élu par mes camarades pour me fondre dans un autre parti. Ça, on l'entend bien. Moi, je respecte les efforts de mes amis. J'étais en prison, en dehors de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et des jeunes gens, qui pour la plupart ne travaillent même pas, qui sont recherchés, ils se battent, ils maintiennent le COJEP en vie, ils me soutiennent pendant que je suis en prison. Malgré toute la campagne de communication contre moi, ils sont restés à mes côtés. Je sors de prison. Le professeur Nobou Hyacinthe, premier secrétaire, dit président, tu es sorti de prison, voici le Canari, prends la tête du parti. Docteur Saraka, Bli Roselin, Javo Martial et tous ces camarades, tous les camarades de la diaspora, qui sont restés à mes côtés, en Europe, aux États-Unis. Ces gens qu'on humiliait chaque jour. Et je sors de prison. Et moi, j'ai dissous le COJEP pour me fondre dans un autre parti politique. Parti politique dans lequel on ne m'a même pas invité d'ailleurs. Je pense que ce serait irrespectueux vis-à-vis de mes camarades, que je voulais ici féliciter. Et leur dire que nous sommes à la sémence. Le PDCI a eu des pionniers, se sont battus pour pouvoir faire du PDCI ce qu'il est aujourd'hui. Le FPI a eu des pionniers. Le RDA a eu des pionniers. Et le COJEP n'est pas le premier parti à vivre sans son leader. Le Front Populaire Ivoirien, de 1982 à 1988, a vécu sans Laurent Gbagbo, qui était en exil en France. Le RDA a vécu sans Alassane Ouattara, sous le pouvoir d'Henri Konan Bédié. Ouattara était en exil. Henri Konan Bédié a vécu, pardon, le PDCI RDA a vécu sans Henri Konan Bédié, qui était en exil sous Guy Robert. Aujourd'hui, c'est le COJEP qui vit sans son leader. Il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Il leur faut seulement beaucoup de courage. PPACI, hein, pardon? On vous entend, vous n'avez jamais rejoint le PPACI. D'abord, je n'y ai jamais été invité. Mais ils ont quand même pris... Ni officiellement, ni officieusement. Mais oui, moi je les remercie d'avoir produit cette motion à l'issue du congrès pour moi. Parce que tous ceux qui sont là au PPACI, ce sont mes amis. Ce sont des gens que j'ai fréquentés et que je continue de fréquenter. Nous ne sommes pas en guerre. C'est ça aussi la politique. Le fait, c'est un fait que je ne suis pas en conflit avec le président Laurent Gbagbo et que tout le reste n'est qu'interprétation. Quand vous traversez des situations comme celle que j'ai traversée, deux choses. Soit ces épreuves renforcent vos valeurs, vos convictions, soit vous les abandonnez carrément parce que vous regrettez. Vous, dans votre cas? Je pense que les épreuves que j'ai traversées ont renforcé mes convictions. Je ne me bats pas pour un individu. Celui qui incarne des valeurs, s'il rencontre des obstacles qui gênent l'avancée de ces valeurs, qui pour moi vont impacter la vie du pays, je m'adresse à ces
ses côtés contre celui qui est l'obstacle. C'est ce que j'ai simplement fait. Pour moi, Laurent Gbagbo incarne des valeurs. Depuis que j'étais étudiant, jusqu'à ce que cette crise éclate. Au point même que je puisse abandonner ce qui est le plus cher à un étudiant, c'est-à-dire ses études. Cela veut dire qu'il y avait des raisons de le faire. On se rappelle, vous étiez en Angleterre. Je l'ai fait pour mon pays. Et le président de la République, en son temps, était le président Laurent Gbagbo, qui, pour moi, avec son programme alléchant, pouvait changer les choses comme moi je le concevais. C'est ce que j'ai fait. Donc, non, je ne suis pas un agneau. Je me bats. Et quand on se bat, il faut intégrer le fait que, malheureusement, ce que nous avons vécu peut arriver. C'est arrivé. Et quand ça arrive, il faut l'assumer. Guillaume, il faut l'assumer. Un leader, ce n'est pas seulement celui qu'on applaudit dans les stades, dans les rues. C'est celui qui sait être digne dans l'épreuve. Le président Laurent Gbagbo et vous, la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'était où? C'était sous son ampatam, à la Rivera. Quand j'étais candidat pour être secrétaire général de la FESI, et qu'il m'a reçu sur convocation de Guillaume Soro. Voilà où nous sommes rencontrés. Nous étions en 1998, précisément en novembre 1998, où le premier congrès de la FESI devait avoir lieu et qu'il a été reporté. C'est là que le président Laurent Gbagbo, je le rencontre pour la première fois. En 1998. Oui, en novembre 1998. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Les autres occasions, comme les jeunes gens de mon âge, je le voyais de loin dans les conférences. Mais la première fois que je lui serre la main, qu'il me reçoit, qu'on échange, nous étions en 1998. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire a vécu? Ce n'était pas un jeu. Des gens y ont perdu la vie, qui ne vont plus jamais regagner. Des gens aujourd'hui portent des blessures à vie, que ce soit des blessures morales, que ce soit des blessures physiques. Les conséquences ont été énormes. D'abord de 2000 à 2011, et plus particulièrement en 2011, mais aussi en 2004. Je ne veux pas revenir sur tout cela. J'en ai tiré beaucoup de leçons, soyez-en rassurés. J'en ai tiré beaucoup de leçons. C'est pourquoi je n'aborde plus des questions sous des angles que des gens auraient espéré. Ce que nous avons traversé comme épreuve, cela m'a forgé, cela m'a mûri, mais je n'ai pas changé. Je suis resté attaché à mes valeurs et à mes principes. C'est ce que j'appelle « je n'ai pas changé ». Pourquoi, en 2002, on n'a pas dit « Ok, le président Laurent Gbagbo, vous êtes son allié fidèle, il a le Front populaire ivoirien, pourquoi vous n'allez pas au FI ?» Vous avez partagé tout de même 7 ans en cellule. Oui, donc pourquoi on ne m'a pas demandé? Vos rapports sont beaucoup plus affermis que jamais. Donc pourquoi on ne m'a pas demandé cela? Moi, c'est ce que je ne comprends pas ici. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas qu'on parle du passé, de 2002, de 2004. Là, on est en 2021. Le président Laurent Gbagbo crée un nouveau parti. Oui. Et on n'entend pas le président Charles Blé Goudé se prononcer à ce propos. C'est intriguant tout de même. Mais le président Laurent Gbagbo a toujours eu un parti politique. C'est pas nouveau. Un nouveau parti. Non, oui. Mais il a toujours eu un parti politique. Qu'il soit ancien ou nouveau, le président Laurent Gbagbo a été toujours chef de file d'un parti politique. Jamais je n'ai été membre de ce parti politique. Et jamais ça ne l'a dérangé. Vous avez entendu le président Laurent Gbagbo m'inviter à militer dans son nouveau parti politique. Il a cité des noms. Vous l'avez entendu citer mon nom? Non. Parce qu'on a toujours fonctionné ainsi. Le président Laurent Gbagbo n'a envoyé personne. Ça devient justement excédent. Le président Laurent Gbagbo n'a envoyé personne. Ceux qui font du bruit là, je le dis aux Ivoiriens, ils font du bruit, ils se cherchent. Moi, le plus important pour moi aujourd'hui, ma grande joie, ce n'est pas seulement mon acquittement, c'est le fait que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre Laurent Gbagbo. La dernière fois, justement... C'est que je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre Laurent Gbagbo. Oui, vous avez joué en tout cas votre partition. J'ai fait ce que je pouvais, Vergès. En tant qu'être humain, j'ai mes limites. Ce que je n'ai pas pu faire ne fait pas de moi un traître. Pourquoi les gens me font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Je vous comprends, Pourquoi? Je vous comprends, mais c'est parce que justement vous êtes quelqu'un d'important dans le dispositif du président Laurent Gbagbo. Acceptez et souffrez que vraiment les choses soient ainsi. C'est dommage, certes. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27. Non, mais pourquoi? Je vous comprends. Je comprends votre amertume. Pourquoi personne... Je comprends votre amertume. Attends, pourquoi personne ne peut penser que moi aussi j'ai une famille? Mais je comprends votre... Non. Mon père s'appelle Bléniépo Marcel. Il est mort quand j'étais en prison. Mon grand frère, qui était un douanier, qui est venu de prison, qui est venu d'exil, il est mort. Mon frère, Blé Ponce Roger, est mort. Blé Coupé est mort. Un mois après, son autre frère qu'on appelait frère Junot, Blé Didier Théodore, est mort.
Ma sœur, Nathalie, est morte. Je n'ai plus personne. Je suis ici. Le pouvoir d'Abidjan me condamne à 20 ans. Je n'ai vu personne à part le COGEP venir me soutenir au tribunal. Mon crime. On dit souvent à mes amis, non, on n'a rien pour me Goudé, mais pourquoi il a transformé le COGEP en parti politique? On doit me brûler parce que j'ai créé un parti politique. Et tenez-vous bien, ces propos viennent des démocrates. Je suis un être humain. J'ai une famille. Je ne suis pas qu'un politique. La dernière fois que j'ai eu mon enfant au téléphone, papa, tu viens quand? Vous savez ce que ça fait? Quand on n'a pas la réponse à cette question, et chaque fois on doit trouver un argument à ses enfants. Je suis un être humain. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ont fait ça à Didier Arafat. On a jugé ce jeune homme-là. On l'a traité de tout le monde. Il pleurait, il criait. Personne n'est venu à ce secours. Vous êtes plus fort que ça. Laissez-moi parler. Vous êtes plus fort que ça. Et le jour où il est décédé, tous les stades qu'on lui refusait, on lui a offert ces stades-là à son corps. Rempli ce stade avec tous les honneurs. Il touche du bois. Tout ce qu'on est en train de faire, j'espère qu'on aura le courage demain, quand je ne serai plus de ce monde, de venir dire que c'était un traître. Et qu'on ne viendra pas dire que c'était un combattant. Je n'ai pas besoin d'honneur à titre posthume. Je suis vivant. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici au nom d'une cause commune. C'est parce que j'ai défendu le régime du président Laurent Gbagbo qu'on m'a arrêté pour me mettre en prison. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire, sauf moi. Pourquoi cette question ne préoccupe personne? Est-ce que les partis politiques sont au-dessus des relations humaines? Pourquoi on me fait ça? On veut que ma tête explose. Et qu'on paye des cyberactivistes chaque jour pour m'insulter. On a dit ici, depuis 1 an, Blé Goudé a son passeport. Il a trahi le président Laurent Gbagbo. Vous l'avez entendu sur les réseaux sociaux. Oui, c'est clair. Il ment, il a son passeport. On a les preuves qu'il a son passeport. On suit l'actualité. Non, laissez-moi parler. Je suis encore là. Je n'ai pas mon passeport. Qu'est-ce que ces gens-là disent aujourd'hui? Blé Goudé, il y a un avion qui a été affrété par le président Ouattara pour que Blé Goudé parte en Côte d'Ivoire. On a aujourd'hui le lundi 27 septembre. Je pensais que vous alliez nous dire que vous aviez enfin votre passeport. Ce n'est pas sérieux. Vous ne l'avez pas encore? Je n'ai pas encore mon passeport. Vous ne l'avez toujours pas? J'ai été enrôlé le 16 juillet. Oui. Et à cette date du 27 octobre, 27 septembre du moins, lundi 27 septembre 2021, je n'ai pas encore mon passeport. Je n'ai pas encore mon passeport. Vous êtes arrêté par une police sur, selon eux, la base d'un mandat international de la CPI, d'une interdiction de voyage de l'ONU, d'un mandat international du pouvoir d'Abidjan. Vous voyez que nous étions des réfugiés en Côte d'Ivoire, ivoiriens au Ghana, mais on n'avait pas le même problème. Les gens l'oublient souvent quand ils parlent de Blé Goudé. J'avais un mandat de la CPI contre moi. J'avais un mandat de l'ONU contre moi. Il m'interdisait de voyager. Il m'interdisait d'avoir un compte nulle part au monde. Et un mandat du régime Ouattara contre moi. Donc au Ghana, voici les conditions dans lesquelles moi je vivais. Et on m'arrête. Est-ce que je dois dire, ok, je refuse de subir les épreuves? Je n'avais pas le choix. Il fallait que je me prépare mentalement à affronter cela. Est-ce que je peux traverser ces épreuves? Mais c'est à l'aune des épreuves que nous traversons que nous devenons un leader en qui on peut avoir confiance. Moi, je veux faire la politique, Joe. Et je veux faire la politique autour des valeurs. 14 mois à la DST, d'où est-ce que vous avez trouvé les ressources nécessaires dans des conditions de détention que je n'ai pas envie de décrire ici, que vous avez essayé de relater un peu dans un ouvrage que vous avez sorti. D'où est-ce que vous tirez la force pour faire face à toute la brimade que vous avez infligée? Dans la profondeur de ma cellule, de la DST, même si vous m'y conduisez aujourd'hui, je peux encore me poser la question. Un être humain est-il capable de faire plus de 14 mois dans un tel lieu? Mais j'ai réussi à survivre à cette vie-là. 14 mois. Et la question que vous me posez m'a été posée par Sabina. Sabina est représentante de la Croix-Rouge. Et elle était venue me voir à la DST, une délégation de la Croix-Rouge. Elle m'a posé exactement la même question. Les gens racontaient
que je n'étais pas en prison et que j'habitais chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko en son temps ministre de l'Intérieur. D'autres disaient m'avoir vu à la rue Princesse en train de faire la Java. Tellement de légendes ont été racontées. Je dis à Sabina et sa délégation, puisque quand la Croix-Rouge venait nous voir, il y avait Jean-Yves Diboupieux, il y avait le commandant Abbaye, avec qui on était à la DST. Je cite des noms de mes voisins, pour que nul n'en ignore. C'était dans le bureau du sous-directeur de la DST qu'on nous recevait. On nous sort des cellules, on nous met dans le bureau du sous-directeur de la DST, et puis nous échangeons avec la Croix-Rouge qui repartait ensuite. Et j'ai proposé à cette délégation de venir être témoin du lieu où je suis détenu. Pour que nul n'en ignore, pour l'histoire. Et ils l'ont fait? Oui, ils l'ont fait. Quelle a été la réaction? C'est après qu'il m'a posé la question, que vous me posez en ce moment. Justement. Comment réussissez-vous à suivre dans cette cellule? Je lui ai dit que je me devine au milieu des Ivoiriens, avec qui je suis en train de parler de nos valeurs, de ce pourquoi nous sommes engagés dans cette cellule. Et je me devine souvent, au sortir de cette cellule, dans une rencontre populaire avec eux. De l'enfer, je suis revenu. Oui. Et pour vous et pour nos valeurs, j'ai tenu. J'ai pu résister pour vous. C'est ça le leader. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais un ami qui est mort, malheureusement. Ce n'est pas un être humain, rassurez-vous. C'était un cafard. C'était la seule présence de vie que j'avais dans cette cellule-là. Quand je me levais le matin, je le voyais bouger et je pouvais donc m'amuser à le suivre dans la cellule. Et puis un jour, ils sont venus nettoyer dans la cellule. Et ces gardes-là pensaient me faire du bien. Ils ont tué le cafard. J'étais malade, j'étais tout triste. J'étais dans une colère noire. Jusqu'à ce qu'on m'amène le sous-directeur de la DST qui m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, vous avez tué mon ami. Là, je vais rester seul maintenant. Je dis, mais quel ami? J'ai dit, le cafard là est mort. Mais le gars, il ne comprenait pas. Il me prenait pour un fou. Il a dit au directeur de la DST, Bleu, vous êtes devenu fou. Mais je n'étais pas fou, c'était mon compagnon. Parce qu'à la DST, vous n'avez pas droit à une montre. Vous n'avez pas droit à une lecture. Vous n'avez rien à lire du tout. Quand les Ivoiriens venaient manifester avec leur car, c'est là qu'ils garaient les cars. Et nous, quand on passait là, le président et moi, sur cette route pour aller à la cour, quand on passait là, nous on passait là, le président et moi, notre cortège passait là, parce qu'on est à un pas de la prison. Et donc, on voyait souvent les Ivoiriens là. Voilà. Quand ils venaient manifester, c'est là que les cars garaient, et puis bon, la cour est là. Voilà. Nous, quand on venait, vous savez, il y a l'entrée du grand public là-bas. Okay. Mais nous, c'est ici qu'on rentrait. Ah oui. Nos voitures rentraient là. Voilà. Voilà. Et ici que nous, on descendait au sous-sol. Et de là, on nous enlève les menottes et puis on rentre en chambre. Nous sommes le mardi 28 septembre 2021 et on vous voit sortir de la Cour pénale internationale ce jour. Vous venez de pointer là. Lorsque vous venez chaque jour pour cet exercice qui vous est imposé depuis que vous résidez à La Haye, qu'est-ce que ça vous fait? Pour un homme acquitté comme moi, totalement, ce papier, et qui doit encore venir pointer, moi, je tire toujours les enseignements de ce que j'ai vu. Je montrer au monde entier que je suis libéré de ce papier. Je dois encore signer parce que je ne suis pas encore rentré dans mon pays. Voilà les Ivoiriens doivent savoir ce que je vis ici. Ceux qui continuent de me juger doivent savoir ce que je vis ici. Un homme acquitté parce que je ne suis pas encore entré dans mon pays. Je suis en Hollande ici. Je dois venir ici, pointer chaque matin. Comme un prisonnier, c'est une autre forme de prison. Et est-ce que ça doit me révolter? Non. Je pense là comme un enseignement. Ce qui vous est imposé est du fait de la CPI ou des autorités ivoiriennes? C'est parce que les autorités ivoiriennes ne m'ont pas encore permis de rentrer dans mon pays que je suis soumis à ce régime. Voilà. Le président Gbagbo qui est rentré en Côte d'Ivoire. Quand lui il est revenu, il ne signe pas. Il est parti, il est dans son pays, il peut voyager comme il veut. Voilà. Donc c'est parce que je ne suis pas encore rentré dans mon pays, je n'ai pas de statut.
que je suis soumis encore à ce régime. Est-ce que les autorités ivoiriennes ont conscience de ce que vous vivez là, en tant que ressortissant ivoirien qui a été jugé pendant de nombreuses années et qui, après avoir eu la liberté totale, est tenu de subir de telles obligations? Est-ce que ces autorités-là ont l'information? Je ne sais pas du tout. J'espère qu'à travers ce document, les autorités de mon pays seront informées de ce que j'ai vu. Même pour faire mon vaccin, c'était un parcours de combattant. Parce que tu renseignes une fiche en ligne, on te dira à un moment donné, il te faut un numéro de matricule de ton ambassade. Tu n'en as pas, parce que tu n'as même pas de document. C'est comme si je n'existais pas, juridiquement parlant. Donc, ça révolte souvent, ça fait mal. Je suis comme un apatride, pour être clair. Voilà ce que je vis ici, mais bon. Hier, à c'est un engagement que j'assume. Hier, à l'évocation de ce sujet, lorsqu'on faisait cette interview que vous avez bien voulu nous accorder, j'ai vu une forte étreinte émotionnelle. C'est vrai, vous avez lâché le mot, c'est révoltant. Mais est-ce que souvent, lorsque vous êtes tout seul, vous n'avez pas cette peine qui vous consume quelque part? Je dis toujours que les épreuves que nous vivons nous enseignent. Il y a des douleurs qui vous font mal et il y a des douleurs qui vous renforcent. En ce qui me concerne, la solitude, je l'utilise pour apprendre. Je l'utilise pour faire une introspection en moi-même. Voilà comment je prends cette situation et comment je la vis. Parce qu'il y a l'isolement volontaire et il y a l'isolement que vous imposent les circonstances de la vie. Mais cet isolement-là, il n'est pas volontaire. C'est ce que m'impose les circonstances de la vie, c'est-à-dire la situation actuelle que je vis. Je m'en sers pour apprendre. Je m'en sers pour me projeter. Ça fait 10 ans que vous vivez cela? Oui, ça fait 10 ans. Selon vous, ça va prendre fin quand? Je ne sais pas. Le futur est un ensemble d'inconnus. C'est une page blanche, l'avenir. Mais bon, c'est mon destin, je l'assume. Ceux qui pensaient qu'on était quelque part où il y avait des piscines, non. C'était une véritable prison. Les cellules, on les ferme à 20h30 la nuit. On les ouvre le matin à 7h. On les ferme à nouveau à midi. On les ouvre à 13h. On les ferme à nouveau à 17h. On les ouvre à 18h. Et puis on les ferme à 20h30 et on sort à 7h le matin. Voilà notre vie commune. Donc, moi j'y suis encore, mais je ne suis pas en prison. Je suis juste encore en ville. Puis voilà. Mais bon, tout cela, c'est notre histoire. C'est notre parcours. Ce que je demande juste aux gens, c'est de respecter ma douleur. C'est vrai, je n'ai pas plus payé que d'autres personnes peut-être, parce qu'on ne peut pas quantifier une douleur, on ne peut pas les comparer. Même celui qui est allé en exil, qui a vécu, c'était difficile, parce que j'ai fait l'exil au Ghana 2 ans. Donc on ne peut pas me parler des réalités de l'exil. Encore que les exilés pouvaient eux se promener, parce qu'ils avaient des cartes d'exilés. Moi j'étais recherché. Donc j'étais encore là, reclus, vivais. Donc je connais les réalités dures de l'exil, je respecte les exilés. Ensuite j'ai fait la prison à Abidjan, à la DST. Et puis finalement ici à la CPI. On ne peut pas dire que je n'ai pas fait ma part. Donc quand on veut parler de moi, qu'on fasse un peu attention. Est-ce que 2025, le président Charles Blé Boudet sera candidat du COJEP aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire? D'abord, ça, ce sont des chiffres. 2025, 2020. La vie nous réserve tellement de surprises. Est-ce que vous serez candidat? J'ai dit, la vie nous réserve tellement de surprises que moi, je ne veux pas entrer dans ces histoires de 2020, 2021, par-ci, par-là. Ce que je puis vous dire, je veux être parmi les dirigeants de mon pays. Et un jour, je me porterai candidat à la tête de la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais caché. On pense me complexer en me disant, mais pourquoi il le dit? Mais parce que c'est ce que je pense. Mais parce que c'est ce que je veux être. Voilà. Moi, je vais être chef d'État de mon pays un jour, pas autre chose. Et je me bats pour ça. Et je travaille avec une équipe pour ça. Pour travailler contre la corruption. Dire aux gens qu'il faut respecter la chose publique. Que la corruption n'est pas la norme. Faire en sorte que l'éducation civique contienne le fait qu'on enseigne à nos enfants, depuis le primaire, que la corruption n'est pas une bonne chose, elle est à combattre. Quand ils vont grandir avec, nous allons trouver un pays où il n'y a plus de corruption. Je vais diriger un pays qui ne dit pas seulement qu'il est le premier pays producteur du pétrole dans le monde. Pardon, qui est le premier pays producteur du cacao dans le monde. Alors que
Les paysans eux-mêmes qui produisent du cacao n'ont pas de toit, meurent dans la misère. Je ne suis pas candidat à la guerre des successions. Je ne suis pas candidat à la guerre des héritiers. Je sais ce que la guerre des héritiers a fait comme mal à mon pays. Comme le fleuve, je veux faire mon propre lit. Mais cela ne m'amène pas à renier mon mentor. Vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo veut créer un nouveau parti politique. Il est en train de le faire. Cessons tout cet entamant-là autour de lui. Un parti, on peut le créer. Après, il faut le gérer. Il a besoin de partenaires. Il a besoin de voix pour conquérir un pouvoir. Vous voyez? Moi, je dis un jour, je vais diriger la Côte d'Ivoire. Moi, je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour et je n'en ai pas honte. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas mes aînés et je m'organise. Mais je n'irai pas au front avec des soldats qui doutent d'eux-mêmes. Quand vous voulez écrire une page de votre histoire, quand vous voulez remporter des batailles, n'allez jamais au front avec des soldats qui doutent d'eux-mêmes. Mais si vous parlez de mes rapports avec l'ex-première dame Simone Gbagbo, en ce moment, je peux vous répondre. Aisément. C'est quoi, justement, vos rapports? C'est ma maman. Et j'ai beaucoup de respect pour elle. Je l'admire pour sa résilience. Ça fait souvent débat, surtout que récemment, hein, c'est vrai que ce n'est pas des sujets que nous aimons aborder personnellement, mais ça fait débat par rapport au choix de vie privée du président. Ça fait débat et on s'est dit, mais du moment où vous revendiquez Simone Gbagbo comme votre mère, forcément le nouveau choix de votre mentor, qui est d'être aujourd'hui avec Mme Nandi Bamba, cela crée un problème quelque part. Qu'est-ce que vous dites de cela? J'étais leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Avant ça, je suis passé par plusieurs étapes. J'ai été d'abord apprenti à la FESI avant d'être chauffeur. J'ai fait cette école qui m'a formé. Ensuite, les épreuves que j'ai traversées trop jeune m'ont délivré des diplômes de maturité. Est-ce que vous m'avez une fois entendu émettre un avis sur la vie privée du président Laurent Gbagbo? Moi, je parle de la femme politique Simone Yves Gbagbo. Le mariage, là, ce n'est pas un référendum. C'est une question de cœur. C'est un contrat entre deux individus. Je n'ai rien à faire. Je n'ai aucun avis à émettre sur cette question-là. D'accord? J'ai fait la prison. Maman Simone a fait la prison. Pour la même cause pour laquelle j'ai fait la prison. Pourquoi voudrez-vous que je puisse la haïr? Pourquoi voudrez-vous que je ne puisse pas dire publiquement que j'ai du respect pour elle? Mais vous comprenez que cela peut vous mettre en délicatesse avec Mme Nadi Bamba, qui est la nouvelle compagne de votre mentor? Non, ne prêtez pas d'attention à Nadi Bamba. Non, je dis cela pourrait vous mettre en délicatesse. Non. Les gens parlent souvent de beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Mais justement, vu que vous parlez de vos rapports avec Mme Simone Gbagbo, quels sont vos rapports avec Mme Nadi Bamba? On a des bons rapports. Je vous le dis aujourd'hui. On a des bons rapports. Mais on parle de quoi? C'est ça qui est la question. Justement, vous parlez de quoi? Non, mais ça non plus, je ne parle pas de ça publiquement. Donc moi, je ne suis pas dans ce débat inutile-là. Et, monsieur, quand on veut parler des questions d'État, il faut avoir une posture d'homme d'État. Je voudrais que vous prononciez sur ce que le président Alassane Ouattara a pu faire comme investissement, comme infrastructure sociale. Je souhaiterais que vous prononciez là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui, j'allais dire, ferment les yeux et jugent mal ce qui a été bien fait par ses adversaires. Oufo-Boigny a travaillé pour la Côte d'Ivoire à une époque précise, avec des réalités précises, avec des besoins auxquels il fallait répondre à cette époque-là, dans un contexte précis. Après lui, le président Henri Konan Bédié en a fait de même, dans un contexte différent de celui du Oufo-Boigny. Ensuite, le président Laurent Gbagbo est venu dans un contexte différent. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est là, dans un contexte que nous connaissons nous tous. Il a construit des ponts, c'est bien. Il a entrepris des œuvres de développement, c'est aussi très bien. Mais
Mais je dis, ceux qui vont emprunter le pont là, ils ne se parlent pas. Voilà. Ceux qui marchent sur le pont là, ils sont prêts à la moindre occasion à se rentrer dedans. Le feu couvre. Pourvu que deux individus, deux citoyens, un problème banal dans une communauté est une altercation, ça tourne à des affrontements intercommunautaires. Le feu couvre pour régler de tels problèmes que nous transportons, que nous vivons depuis des années et que nous faisons semblant de fuir. Pour régler ces problèmes, il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de dépassement. Il faut beaucoup d'auteur d'esprit. Et tout cela va au-delà de nos petits calculs politiciens. L'élection en Côte d'Ivoire, vous savez que l'élection tue plus que le sida. L'élection tue plus que le coronavirus. Il faut régler les questions électorales. Donner à la Côte d'Ivoire une commission électorale véritablement indépendante, au sein de laquelle les partis politiques et leurs représentants n'ont qu'un droit de regard, donc d'observation. Mais quand un président est élu sur la base d'un projet de société, il gouverne avec ses hommes. Mais c'est pas peut-être quelque part... Je dis, oui. quand un président est élu sur la base d'un projet de société, il gouverne avec ses hommes. Il ne gouverne pas avec ses adversaires. Puisque vous ne partagez pas le même projet de société. Ça ne veut pas dire haïr le président ou avoir un problème avec l'opposant. C'est cela la politique. Mais peut-être c'est pas parce que vous n'acceptiez pas, je suis dans une certaine hypothèse, hein, vous n'acceptiez pas un deal quelconque. C'est ce qui retarde aujourd'hui votre retour en Côte d'Ivoire? Non, cela ne m'a jamais été proposé. Ces débats n'ont jamais eu lieu, ni avec l'entourage du président Ouattara, ni avec lui-même. Mais parce que ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Le président Ouattara a un gouvernement. Avec ses hommes, il gouverne. Et cela ne doit écorcher personne. Il a été élu sur cette base-là. Il gouverne avec ses hommes. L'opposition joue son rôle, qui est de critiquer, qui est de proposer. C'est ce qui est la vie politique. Et nous devons donner à la Côte d'Ivoire une classe politique de qualité. On pourrait voir demain, voir en tout cas le COJEP s'allier au parti du président Alassane Ouattara? Cela dépend de quelles valeurs nous partageons ensemble. Cela dépend de quel projet de société nous partageons ensemble. Parce que dans notre pays, dois-je le dire encore assez, ce n'est pas souvent ce qui motive les alliances. Les gens créent des partis politiques juste pour se fondre dans des alliances et espérer avoir des postes. Ce n'est pas ça faire la politique. Ce n'est pas ça faire la politique. Faire la politique, c'est d'abord mettre en place un cadre politique qui est votre parti politique. Sur la base d'idéologie, sur la base d'une vision, sur la base d'un projet de société. Maintenant, s'il y a des autres partis politiques qui existent dans l'environnement politique, avec lesquels vous partagez des idéaux, vous partagez un projet, en ce moment, vous pouvez le faire. Au-delà de tout ça, et s'il arrivait aujourd'hui à vous faire appel, qu'est-ce que vous répondiez? Faire appel, pourquoi? Pour rejoindre par exemple le RHDP ou voilà, pour marcher ensemble quelque part. Quand on marche ensemble, c'est sur la base des valeurs. Vous avez également perdu une personne qui était considérée comme votre ami. Je parle du colonel Ouattao. Quel souvenir vous gardez de lui? Oh, Ouattao, c'est... Vous savez, sa personne était d'abord une personne, vous voyez, autour de qui chaque légende se racontait. C'était un chef rebelle, voilà, c'est ça. Et moi, je ne connaissais pas, jusqu'à ce qu'il m'appelle en 2007, un jour comme ça. J'ai quitté Yopougon et je partais au plateau. Quand je suis arrivé au niveau de la forêt du Banco, mon téléphone sonne. Mon gars de com me dit non, il y a Ouattao qui appelle, qui veut vous parler. Ouattao, venez parler moi. Bon, d'accord, donnez-moi le téléphone. Je n'ai pas l'habitude de fuir, la responsabilité. Et puis bon, je le prends au téléphone, il me dit, écoute, je suis présente. Et il me dit, il est fatigué de tout ça. Et il pense qu'il faut qu'on parte à la paix. Voilà comment mon premier contact avec Ouattao a commencé. Jusqu'à ce que tout le reste que vous savez là arrive. Et que je parte à Boaké, et que lui aussi vienne dans mon village. Nous étions des symboles, nous voulions la paix. Mais certainement que ce que nous voulions était en deçà de ce que des systèmes au-dessus de nous voulaient certainement. Donc, quand la guerre
a repris en 2011. Et lui, il était au front dans son métier des militaires. Moi, j'étais aussi en train de mobiliser les masses, l'un contre l'autre. J'ai été malheureux parce que pour moi, c'était comme si on avait fait tous ces efforts de paix qui n'avaient pas pu aboutir à quelque chose de positif et de permanent, quelque chose de durable. Je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à ce que je parte en exil, qu'on me mette en prison, qu'on me transfère ici à la CPI, et puis j'apprenne l'année dernière qu'il est décédé. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur, voilà. La légende raconte justement que celui qui vous a aidé à vous exfiltrer des balles assassines lorsqu'il y a eu la crise post-électorale. Qu'est-ce que vous répondez là aujourd'hui? Merci pour cette occasion. Mais n'importe quoi. Excusez-moi de l'expression, mais vraiment n'importe quoi. Souvent, quand les Ivoiriens... Tu te dis, mais pourquoi on ne peut pas raisonner? Mais allons. Je commence d'abord par Ouattara. Quelle possibilité avait-il de sortir de là? Aucune. Pourquoi? Vers fin mars, la rébellion donc, gagne des villes. C'est ça. Conquiert des villes. Et elle arrive à l'entrée de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. L'on a appelé cela la bataille d'Abidjan. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Très bien. Les forces rebelles sont donc aux prises avec les forces régulières, les FDS. FRC face au FDS, ouais. Ils ne peuvent même pas franchir le corridor qui les fait entrer à Abidjan. Moi, je vais au Ghana, où est le corridor d'Abidjan-Jesco. Et moi, je vais aller du côté de Bassam. C'est par quelle alchimie Ouattara, qui ne peut même pas traverser le corridor de Jesco, peut venir me sauver pour m'amener au Ghana. Mais c'est n'importe quoi. La même chose a été dite pour Guillaume Soro. Et j'en profite pour dire au grand frère Tibus Kofi, qui a prêté sa plume pour parler d'un sujet dont il ne sait rien. Il a fait une tribune où il a dit la génération fait ci et nous les 60. Dans cette tribune, j'étais en prison. Tibus Kofi justifiait son rapprochement avec Guillaume Soro comme une démarche testamentaire qu'il tient de son maître, père son âme, le maître du Didiga, Zadi Zaoro. Tu lui avais dit que cette génération était une génération politiquement qui pouvait apporter à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il s'est rapproché de Guillaume Soro. S'il s'arrêtait là, ça ne tient qu'à lui, ça ne n'engage que lui. Mais il va plus loin pour parler d'un pacte qui existerait entre les fessistes. Oui, ça on en parle très souvent, oui. Et que c'est au nom de ce pacte-là que Guillaume Soro a préservé ma vie et qu'il m'a aidé à sortir d'Abidjan. Je regarde cette caméra-là droit dans les yeux. Ce n'est pas vrai. Guillaume Soro n'avait aucune possibilité de savoir d'abord où j'étais. Deuxièmement, il n'avait aucun moyen de me sauver. Parce que lui-même était en difficulté au moment où je sortais d'Abidjan. Justement, vous êtes sorti quand? d'Abidjan fin mars. Quand je sortais d'Abidjan, les forces rebelles n'étaient pas encore entrées en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas à Abidjan en avril. J'ai passé toute ma vie à être traqué. Vous savez, c'est la manière de voler de l'épervier qui apprend de pousser en se cacher. Tout à l'heure, on va arriver à pas mal de proverbes que vous donnez très souvent. Donc, oui. Toute cette vie de clandestinité que j'ai vécue en tant qu'élève, moi j'ai passé mon bac dans la clandestinité. Très tôt déjà. Donc je savais que il n'y avait rien à gagner là. Je suis quitté là pour me protéger. Je savais que j'étais une cible. Le rôle d'un leader, son devoir à un moment donné, c'est de vivre pour continuer le combat. La persévérance et l'entêtement ou le suicide sont des choses différentes. Vous voulez dire par là que d'autres... Le héros, oui, ce n'est pas celui qui se livre. Le héros, c'est celui qui s'est rusé. C'est celui qui sait se déguiser. C'est celui qui sait jouer le mort
pour surprendre l'adversaire. Bref, Guillaume Soro n'avait aucun moyen de savoir où j'étais, au point de me sauver. Maintenant, venons-en aux objectifs. Voici M. Guillaume Soro, qui est à la tête d'une rébellion, dont l'objectif principal est de renverser moi, mon mentor. Et moi, je mobilise les masses dans la rue pour m'opposer à sa rébellion. 10 ans durant, il mène ce combat. Et il est presque à l'aboutissement de ce combat, c'est-à-dire renverser définitivement mon mentor. Alors, entre son objectif principal et l'amour dont il pourrait déborder pour moi, je pense qu'il y a un choix à faire. Je ne suis pas aussi naïf. Alors, le monsieur a presque atteint son objectif. Il arrive à l'entrée d'Abidjan. Il est en difficulté avec les forces régulières de la Côte d'Ivoire. Il les laisse de côté. Il aime tellement Blé Goudé qu'il va rentrer, il va chercher à ce qu'on le sauve. Alors qu'il sait très bien que je suis opposé à ces pratiques. Ce n'est pas vrai. Je suis sorti d'Abidjan, moi, par mon expérience. Et au moment où je suis sorti d'Abidjan, Guillaume Soro n'avait aucun contrôle d'Abidjan. Bien avant un mot, c'est vrai que c'est au mois de juillet. Nous, on était là au mois de mars. Malheureusement, au mois de juillet, il y a eu le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On vous disait très proche, on vous disait être en deal. Un mot après son décès. D'abord, je veux préciser que ce n'est pas monsieur père son âme, Ahmed Bakayoko, qui m'a mis en prison. C'est le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, père son âme, qui a joué son rôle de ministre de l'Intérieur. Faites l'analyse des rapports entre les différents ministres de l'Intérieur que la Côte d'Ivoire a connus et les populations. Ça n'a jamais été de bons rapports. C'est clair. Tout dépend du rôle du ministre de l'Intérieur. Je n'ai jamais été en deal avec le ministre Ahmed Bakayoko. J'ai été enfermé à la DST 24 heures sur 24, sans jamais que ma cellule soit ouverte. Ce n'était pas l'individu. Moi, je sais faire la différence entre l'individu et puis la fonction que cet individu occupe. Mais quand vous êtes sorti, que vous êtes venu à la CPI, on a vu que vos rapports, c'est ce que... À la CPI? C'est ce que la rumeur sous-tendait, que vos rapports avaient changé, que vous étiez en deal. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça aujourd'hui? Mais les mêmes qui ont dit que j'étais en deal, les mêmes ont aussi dit que j'ai frappé le président Laurent Gbagbo en prison. Les mêmes ont aussi dit que j'avais été payé pour empoisonner le président Laurent Gbagbo en prison. Et pourtant, tous les plats que j'ai concoctés quand j'étais en prison, on les mangeait ensemble. Jamais. Vous savez, il est sorti de la prison très en forme. Je ne peux pas, moi, fonder ma carrière politique sur la base des rumeurs. Un leader ne gère pas les rumeurs. Vous étiez en contact avant son décès? Non. Mais j'ai été attristé par son décès. Ça, ce sont mes qualités politiques à moi. J'ai été attristé de la manière brusque et brutale dont il est mort. Ce monsieur dégageait beaucoup de vie. Ahmed, c'était Ahmed. Ahmed, c'était Ahmed. Ahmed est sorti du ghetto pour arriver au sommet de l'État. Il avait des rapports avec les enfants de la rue. Il savait faire la différence entre sa fonction et ses rapports humains. Je n'ai pas voulu qu'il disparaisse comme ça. Ça m'a fait très mal. On n'a pas attendu qu'il était malade pendant longtemps. Et il y a moins de 2 semaines, Ahmed est décédé. Justement, cette mort intrigue quand même, non? Et moi, je tire beaucoup de leçons de cette mort. Cela veut dire que... Comme quoi? La vie nous réserve beaucoup de surprises. Aimons-nous vivants. Vous parlez d'alternative, il y a un qui ne se le cache plus. En tout cas, ses ambitions sont claires et nettes. Il affirme, lors de toutes ses interviews, c'est Jean-Louis Billon. Qu'est-ce que vous pensez de ses ambitions à diriger demain la Côte d'Ivoire au même titre que vous? Jean-Louis Billon a affirmé ses ambitions. Au moment où je vous parle, il est le seul candidat déclaré des élections de 2025. Tout à fait. Il dit qu'il veut ménager sa monture parce qu'il veut aller loin. C'est sa stratégie d'approche. Et ça l'engage. Je n'ai pas à le juger. Voilà. Il est venu me rendre visite ici à La Haye. On se parle au téléphone. Parce que c'est cela. Nous pouvons ne pas être de la même obédience politique et on peut se parler. Nous sommes de la même génération. C'est un monsieur que je respecte et qui me respecte aussi.
Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il a déclaré qu'il est candidat que je nierai devant ces caméras que lui et moi on se parle. Mais ça c'est lui et ça l'engage. Quand vous échangez avec Jean-Louis Billon, est-ce que c'est le cas avec Guillaume Soro? Non, depuis que Guillaume m'a visité ici, qu'il est parti, il ne m'a plus jamais parlé. Il y aurait eu un problème entre-temps? Je ne saurais le dire, mais c'est le cas, c'est ce que je constate. Est-ce que vous avez eu à l'appeler? Quand il est quitté ici? Oui. Oui, dès qu'il est rentré, oui. Parce qu'il était venu me visiter, il fallait que je me rassure qu'il était bien rentré. C'est ça. Voilà, donc on s'était appelé un temps, mais bon, depuis maintenant plus d'un an et demi, on ne se parle pas. Moi, je ne sais pas mentir. Voilà, moi, je ne sais pas le politiquement correct. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui aurait rapporté au point où il fasse... Je ne saurais le dire. Vous savez où il est en ce moment? Non, je n'ai pas à le savoir, je ne le cherche pas, je ne suis pas directeur des renseignements généraux. Voilà. Je mène ma petite vie à la ici et ma priorité en ce moment, c'est comment rentrer en Côte d'Ivoire. Votre amitié avec Assalfo, vous en parlez? Oui. D'abord, vous savez que quand je vois aujourd'hui Assalfo, il fait la fierté du groupe. Quels sont vos rapports aujourd'hui? J'arrive d'abord à l'international. Ok. Parti de rien pour aller dompter l'Élysée, pour voyager avec l'équipe nationale de France. Je pense que... Chapeau. Et je connais ce jeune homme. Bon, aujourd'hui, ce monsieur, excuse-moi, très organisé, très structuré. Tu peux tout reprocher à Salfo. Très structuré, très organisé. Et c'est ça que ça donne. Vos rapports au jour d'aujourd'hui? Des très bons rapports. Moi, je ne confonds pas l'amitié et puis les positions politiques. Et dans notre génération, on fait toujours tout pour protéger nos amitiés. Dans les 5 ans que vous avez passé en prison, est-ce qu'il est passé vous voir? Est-ce qu'il pouvait? Pourquoi pas? Est-ce qu'il suffisait de remplir, je veux dire, la demande, comme les autres ont pu le faire? Ça peut ne pas être que ça. Il y avait quoi d'autre? Ça, c'est lui qui peut l'expliquer. Mais je veux dire, je ne veux pas faire de procès. Mais il n'est pas venu vous voir, en gros. Oui, mais je connais les raisons. Les Galliers, Abou, on est à l'au-delà de la musique. Abou est mon conseiller. Il peut m'appeler pour me dire, chef, attention, ça fait ceci, cela. Il est très intelligent que je voulais saluer ici. Tout comme on vous prête aussi la chanson, c'est Maïs, enfin, la réclame. Et puis, après, il a envoyé ses frères. Voilà. Et puis, on s'est parlé. Et je suis content qu'ils se sont retrouvés. Parce qu'à un moment, ils n'étaient pas ensemble. Mais c'est ça aussi le rôle du leader. Ils sont retournés ensemble. Ali est venu, et puis bon, on a parlé. Et je pense que, voilà, Yodé et Siro, Bloco qui est venu me voir quand j'étais en prison, il vient régulièrement me voir ici aussi. Soumbil également? Pat Sako. Soumbil aussi est venu? Non, Soumbil n'est pas encore venu. Soumbil, il est beaucoup émotif. Il m'a dit, champion, je suis encore sous l'émotion. Je ne suis pas sûr de pouvoir me maîtriser quand je vais venir te voir. Pardonne-moi le fait que je ne peux pas. Ça me rappelle justement... Et il m'a dit ça. Il me l'a dit au téléphone à plusieurs reprises. C'est pas fini. Yodé Siro aussi. Mais c'est surtout pas que ça coûte m'a fait rire. Il est venu, il dit, bon, je suis venu, il faut enlever mon nom dans le cahier des rancunes. ça permet de détendre un peu l'atmosphère. Ça c'est clair. Qui dit acteurs musicaux dit aussi sportifs. Quels sont les sportifs avec lesquels vous êtes en contact aujourd'hui? Parce qu'il y a eu pas mal de légendes aussi sur ça. Hein. Ah oui? Oui, les Didier Drogba, Didier Drogba, Samuel Eto'o, qui prenaient constamment des nouvelles de Charles Blé Goudé, qui, somme toute, ont dû envoyer des vestes. Enfin, ce sont des légendes. Est-ce que vous avez été en contact avec ces célébrités? Non. Non, du tout. Moi, je suis en contact avec aucun footballeur qui est venu me voir ou qui a cherché à me voir. Non. En ce qui concerne Didier, nous avons d'autres rapports. Donc son père est venu me voir. C'est ça, on a vu ça. Ouais. Voilà, son père est venu me voir parce que ça, c'est d'autres rapports. Mais il est dans un milieu qui n'est pas le mien. Il a ses contraintes qui ne sont pas les miennes. Donc j'essaie toujours de laisser chacun évoluer dans son créneau. Être collé à Blé Goudé, ça peut créer des ennuis aussi. Et voilà. Je ne suis pas en contact avec des footballeurs. Vous nous dites là que vous n'êtes pas fréquentable ou quoi? C'est ça? C'est ce que vous voulez me dire? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, ces jeunes gens, ils se sont battus pour avoir leur carrière. Ils se sont battus pour être là où ils sont.
Et nous, les politiciens, malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur de nos responsabilités, au point que l'environnement sociopolitique est un point de violence. Donc, ils peuvent vouloir se protéger, eux. Ils ont ce droit-là. Si nous étions dans un environnement sain, où aujourd'hui fréquenter le président Babou Laurent, ou le président Alassane Ouattara, ou le président Bédié, ou Charles Blé Goudé, sans que demain, quand les autres ont le pouvoir, vous puissiez subir des représailles, il n'y avait pas de problème, les rapports pouvaient être fluides. Moi, j'essaie de comprendre leur position de cette manière. Parce que très vite, on va les cataloguer, d'être pro ceci, pro cela. Or, ils ont évolué sous le drapeau national. Moi, je souhaite qu'on évite de les mêler à nos querelles politiques. Donc, je les comprends. Cela dit, si je veux passer un message à Didier, comme son papa, qui moi est mon oncle, est venu me voir, sa maman est venue nous voir, le président Dabo et moi, en prison. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un créneau pour prendre les nouvelles de son frère. Voilà. Moi, je n'ai pas d'autre rapport avec Didier que ce que je suis en train de vous dire. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Eto'o, je n'ai pas de contact avec lui, ni tout autre footballeur. Ceux avec qui je suis resté constamment en contact, ce sont les artistes Zouglou. Parce que moi, de mon orteil jusqu'à mon cheveu, moi, j'ai vu Zouglou. Moi, je n'écoute pas. Même, c'est le Zouglou qui peut me bercer. Quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, que nous serons tous regroupés, d'abord, je respecte, je vais aller m'incliner devant la mémoire, devant les tombes des miens qui sont décédés, au niveau de ma famille biologique, mais aussi au niveau de ma famille politique. Et mes amis du COJEP, dont j'aurais au moins respecté la douleur, les efforts qu'ils ont fait à me soutenir pendant que j'étais en prison, ceux-là, j'ai besoin de les écouter aussi. Et on verra ensemble quelle sera la décision du COJEP, non la mienne. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence. Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire. Quand je serai rentré en Côte d'Ivoire, tous les débats sont possibles. La Côte d'Ivoire peut à un moment donné vouloir rassembler tous ses fils. Peut-être d'un gouvernement d'union nationale, d'un gouvernement de réconciliation. Tout dépend. Nous devons donner à la Côte d'Ivoire un débat politique de qualité. Votre parti, le COJEP, a mis en place une commission, en tout cas pour votre retour, et cette commission est en train d'échanger avec le gouvernement ivoirien. Quels sont les derniers échos aujourd'hui qu'on pourrait avoir de ces échanges qui sont établis depuis quelques mois? Je vous dis toujours, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se passer qu'il ne se passe rien. Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire. Pendant que j'étais ici, beaucoup de mes camarades sont décédés. Beaucoup. Mes parents même sont décédés. Dans ma famille aujourd'hui, si j'arrive en Côte d'Ivoire, je ne sais même plus qui va m'accueillir, à part mon grand frère. Je vais parler de ma famille biologique. À part ma femme et mes enfants, dans ma famille. Tous mes frères sont morts. Mes soeurs sont décédées. Mon père est décédé. Mes camarades de lutte aussi, beaucoup sont décédés. Je l'entends bien. Attendez d'abord que j'arrive, que je respecte leur mémoire, que je m'incline devant leur mémoire, et on pourra aller devant ce tribunal dont vous parlez. Je ne veux pas parler de repentance pendant que je suis ici. Je ne veux pas qu'on me traite de quelqu'un qui parle parce qu'il a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Je veux être propre, je veux être moi-même, je veux être réel, je veux être vrai. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai posé cette question parce que jusque-là, de par l'opinion, on a l'impression qu'au niveau de la majorité présidentielle, en tout cas, il n'y a pas encore une certaine remise en cause. Ça, je le ferai quand je serai face aux Ivoiriens. Quand je pourrai regarder la veuve dans les yeux. Quand je pourrai regarder l'orphelin dans les yeux. Quand je pourrai regarder des gens qui hier étaient des tuteurs et qui aujourd'hui sont des sous-couverts. Quand j'aurai parlé avec tous ceux-là, vous ne serez pas déçus. Je sais que le pardon est une case de laquelle personne ne peut se passer si nous voulons bâtir une communauté de destin. Qu'on l'accorde ou qu'on le demande, personne ne peut sauter la case pardon. Outre le pardon, il y a cette repentance aussi qu'on attend de vous. C'est de tout cela que je parle. On en parlera. Je ne me laisserai pas envahir par mon orgueil. Là où il faut prononcer une parole qui peut apaiser ne serait-ce que le cœur de ceux qui sont des victimes de cette crise post-électorale, parce que je suis un acteur majeur, je pense qu'on en parlera. On a le temps d'en parler. Le procès à la CPI est terminé, mais je ne suis pas encore en Côte d'Ivoire. Parce que quand les gens parlent avec moi ou de moi, ils font comme si ils sont à jamais avec moi.
Ils font comme s'ils sont en cocodie avec moi, alors que quand ils finissent de parler, le soir, ils vont en famille. Non, ne me faites pas subir ce double procès-là. Prenons la question sur l'aspect humain. Pourquoi, au lieu de me demander pourquoi je ne viens pas appartenir à un parti politique, pourquoi on ne demande pas, mais pourquoi depuis Charles ne rentre pas? Notre ami avec qui on a battu les pavés, notre ami qui a porté notre voix, notre ami que nous avons appelé chef hier, nous sommes à Abidjan, nous faisons le tour des villages, nous faisons le tour des villes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un vide autour de nous? Où est notre ami? Pourquoi on n'en parle pas? Je n'ai jamais appelé les jeunes patriotes dans la rue pour prendre des armes. Je dis ceux qui veulent sauver leur pays, qu'ils aillent dans l'armée. C'est soit en tant que policier, soit en tant que gendarme, soit en tant que militaire qu'on peut avoir droit à une arme. Mais je ne peux pas encourager les jeunes à prendre des armes pour constituer des milices. Je n'ai jamais voulu ça. Si c'est cela être peureux, alors j'assume ma peur. Je me bats avec les jeunes pour que demain, on puisse construire une société de chance, une société d'opportunité. Voilà mon combat. Je ne cherche pas à triompher de qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai levé un peu ce coin de voile-là sur ma sortie d'Abidjan. C'était tout et je me suis arrêté là. Le reste, quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, on aura beaucoup à se dire. Mais je ne sais pas pourquoi les gens veulent précipiter un débat qui va avoir lieu. En tout cas, il y a tellement à dire que vous êtes en train de préparer un ouvrage, justement. Oui, j'ai commencé en prison à écrire cette œuvre-là. Pas pour répondre à ceux qui font toujours mon bûcher, mais parce que je dois la vérité aux Ivoiriens. De l'enfer, je reviendrai de l'enfer, vous êtes revenu. Et là, ce sera quoi la suite? Abidjan, Accra, La Haye, ma part de vérité. Ce sera le titre de l'ouvrage. Abidjan, Accra, La Haye, ma part de vérité. Beaucoup a été dit sur moi. Beaucoup a été raconté sur moi. Les Ivoiriens ont droit à la vérité. Je dirai ma part de vérité. Quand mes deux pieds vont fouler le sol de mes ancêtres. Les gens n'ont pas été tendres avec moi. Et là, même en parlant, je vois que... C'est vrai que le régime d'Abidjan m'a mis en prison et m'a transféré ici. Mais ceux qui m'ont poursuivi dans ma cellule, qui me traitaient de tous les noms, pendant que je faisais face à un tribunal international, au nom de notre cause, ce n'étaient plus les partisans de Ouattara. C'était les gens de qui j'étais en droit d'espérer un soutien. Ils me poursuivaient. Ils m'ont poursuivi jusque dans ma cellule. Jusqu'aujourd'hui, ils ne me laissent pas en paix. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été très difficile pour moi. Alors, ce jour-là était un grand jour pour moi de soulagement. Je pensais que nos difficultés que nous traversions allaient nous unir. Mais j'étais jusqu'aujourd'hui et je suis encore une cible. Un jour, je saurai peut-être les raisons. Un témoignage. Blé Goudé a fait un deal avec le gouvernement Ouattara. C'est pourquoi il s'est fait prendre au Ghana. Pendant que j'étais enchaîné dans un coffre de voiture. Blé Goudé n'était pas à la DST. Il habitait chez le ministre Ahmed Bakayoko, il fait la Java avec lui. Blé Goudé, à la CPI, c'est pour aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo. À la CPI, en prison, Blé Goudé frappait Laurent Gbagbo. Il ne le respectait même pas. Blé Goudé a été payé pour empoisonner Laurent Gbagbo à la CPI. Blé Goudé a trahi Gbagbo Laurent. J'espère que pour le dernier point, les gens me diront un jour qu'est-ce que je devais faire dans cette situation que je n'ai pas pu faire. Que si eux, ils se trouvaient dans ma position, ils auraient peut-être fait mieux que moi. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Et je n'ai pas servi de couteau de sacrifice pour Laurent Gbagbo. Je n'ai rien inventé. J'ai dit les choses telles que je les ai vécues. Mais tout cela, concocté dans un livre, interview, qui va paraître bientôt. Où chapitre par chapitre. Blé Goudé est un affidé. C'est-à-dire qu'il est avec le Premier ministre Pascal Afghanistan contre Gbagbo. Pourquoi Blé Goudé a créé un parti politique? Autant de sujets sur lesquels les gens bavent. Un leader, il se calme et il témoigne. Et ça sert pour la postérité. C'est ce que je suis en train de faire. En tout cas, très jeune, je connus la difficulté. Mais dès mon enfance, tout était réuni pour que je ne devienne rien dans la vie. Après ma naissance, ma mère est décédée. Je n'ai jamais têté le sein de ma mère.
mes tantes me têtaient, me donnaient à têter par-ci, par-là. Et personne n'imaginait que j'allais survivre. C'est un tel monsieur qui a survécu à tout ça, que vous demandez si une séparation d'avec un collaborateur ne lui fait pas mal. Non. Non. J'encaisse là beaucoup de philosophie. Mais jamais je ne prendrai ma bouche pour dire des mots salissants à l'encontre de mes camarades. Qui à un moment donné ont travaillé avec moi. Qui à un moment donné m'ont dit aussi des mots doux. Je respecte leur engagement. Mais je ne peux pas les livrer en vendue populaire lors d'une caméra. Ce n'est pas le rôle des leaders. Avançons, parlons des Ivoiriens et de leurs problèmes. Le COJEP se porte très bien. Et je pense que, je l'ai déjà dit la dernière fois, ceux qui veulent partir peuvent le faire librement. Et puis, on continuera de nous organiser. Je suis patient. Et ce que la prison m'a appris, c'est patient. Je dis, je reviendrai en Côte d'Ivoire un jour. Et je remercie mes camarades d'avoir confectionné ce pagne-là. Si Babo Laurent est rentré, si les autres sont rentrés, il n'y a pas de raison que moi je ne rentre pas. Si les autorités ivoiriennes tardent, elles ont certainement une raison. Les autorités savent beaucoup de choses que vous ne savez pas, que je ne sais pas. C'est quand même Blé Goudé qui revient en Côte d'Ivoire. Et le fait que tout le monde est rentré et que moi je suis encore à l'extérieur, je ne prends pas ça tout à fait, du tout. Je ne prends pas cela en mal. Je pense qu'il y a certainement des raisons. On est impatient, mais on y est presque. Est-ce que toi qui me regardes, tu as tiré les leçons des 10 dernières années de crise? Ou le voisin avec qui tu partageais le garba hier, du coup, tu le vois comme un ennemi? Est-ce que vous pouvez vous remettre ensemble de nouveau? Est-ce qu'on peut recoudre ce qui a été déchiré? C'est un défi qui nous a lancé nous tous. Ce défi-là, on doit le relever. Pas pour Babo, pas pour Ouattara, pas pour Bédier, pas même pour moi, pour nos enfants. Et vous verrez que quand on est ensemble, on ne peut que reprendre notre place dans le concert des nations. C'est à ça que moi je veux participer. Je suis à La Haye et je te parle. Un jour, on se verra. Mon premier programme de gouvernement, rapprocher les Ivoiriens de nouveau, pour bâtir ensemble avec eux, dans le respect de nos différences culturelles, politiques, religieuses. On va bâtir la Côte d'Ivoire, parce que c'est elle que nous avons en commun. De l'enfer, on va dire, je suis revenu. À bientôt. Que Dieu vous garde. Chez nous, les bêtés, il y a un proverbe qui dit si le ventre ne peut pas sauver le ventre, est-ce que c'est le dos que le ventre va sauver? À bientôt, Abidjan.